Alors, on va écouter maintenant Andrea Pinotti, qui est vraiment une personnalité. Ah. Alors, Andrea Pinotti de la télévision. est professeur d'esthétique au département de philosophie de l'Université statale de Milan. Ses recherches portent sur les théories de l'image et les études de la culture visuelle, la réalité virtuelle et augmentée, les théories philosophiques de l'empathie, et il est spécialiste aussi de la traduction morphologique de Goethe à nos jours. Il a été membre de plusieurs institutions internationales, dont l'Académie italienne de l'Université de Columbia, l'Institut Warburg de Londres, la FMSH de Paris, dont il est à présent président du conseil scientifique. Il est à Paris en ce moment pour une allocation obtenue auprès de cette institution. Institut d'études avancées. Ok, parfait. Institut d'études avancées. Parmi ces publications, je peux rappeler quelques titres. Il corpo dello stile, le corps du style, histoire de l'art comme histoire de l'esthétique à partir de Saint-Père et Rive-le-Bœuf. Mémoire del neutro, mémoire d'un autre, morphologie de l'image à Warburg. Empathie, histoire d'une idée de Platon posthument. Au bord de l'image, de Narcisse à la réalité virtuelle et cultura visuale, immagini, sguardi, media e dispositivi, qui a été écrit avec Antonio Somaini en 2016 et qui a été traduit récemment en français sous le titre Culture visuelle, images, regards, médias, dispositifs, publication de la collection dirigée par Emmanuel Lalois, Xavier Doulou, pour les pressurelles. Je fais circuler, comme ça vous pouvez jeter un coup d'œil à ces livres. Dernier livre publié cet été, c'est Monumento, un paradoxe de la mémoire. Il a reçu plusieurs prix, que je ne vais pas lister. Et il dirige actuellement un projet ESC, Advanced Grant, intitulé en français Iconology, Histoire, théorie et pratique des images environnementales. On a le plaisir d'accueillir ici quelques-unes, parce que ce sont surtout des femmes, quelques-uns de ces doctorants et postdoctorants qui sont venus l'écouter. Mille merci d'être avec nous. Je te donne la parole pour cette intervention qui s'intitule Immersion, polarité. Maria Giulia, un très grand merci pour cette invitation à toi. Juan Alonso, c'est un plaisir d'être là avec vous. Même si je ne suis pas un sémioticien, Maria Giulia m'avait impliqué dans ce colloque, dans ce séminaire, et ça me fait vraiment plaisir parce que, comme je lui dis toujours, j'apprends beaucoup de la sémiotique et je pense qu'il y a beaucoup à travailler pour ce qui concerne mes pistes de recherche qui sont plutôt dans la phénoménologie, dans l'esthétique, en croisement avec la sémiotique ou les sémiotiques, parce que Massimo nous a dit qu'il faut penser multiple. Et donc, mon intervention est dédiée à une polarité, immersion, pour problématiser avant tout la notion du virtuel. Pendant la pandémie, surtout de Covid, nous nous sommes habitués à entendre et à utiliser le terme virtuel tous les jours, mais sous de différentes catégories, le virtual meetings, la didactique virtuelle, les expositions virtuelles et numériques dans les musées et les galeries. Le virtuel est devenu un mot à la mode, un terme générique pour couvrir un large éventail de significations, produisant une zone sémantique assez floue.
Donc, en connexion avec le numérique, l'en ligne, l'augmenté, remote, extended. Plus en général, il s'agit des stratégies différentes qui ont à faire avec notre expérience de la distance. Il s'agit aussi d'une nécessité d'opérer une clarification terminologique qui est en même temps toujours conceptuelle pour éviter toute confusion. Les virtuels proprement dit doit être considéré comme l'une des multiples inflexions de notre façon de traiter justement la distance, l'expérience télé et les stratégies multiples humaines pour la négocier. Il s'agit d'un effort qui mériterait un traitement d'anthropologie philosophique et aussi des théories d'histoire des médias, de la technique, des technologies, des dispositifs. Là, vous avez une constellation de termes qui devrait être considérée dans une constellation encore plus ample, une téléconstellation avec l'implication des dispositifs qui ont été créés pour gérer notre relation avec la distance et la proximité, dans le téléphone, les télescopes, la télévision, le télégraphe, la radio, même s'il n'a pas les préfixes télé, c'est toujours un dispositif de gestion de la distance. Je vais essayer d'illustrer mon intervention aujourd'hui en me référant sur deux de ces stratégies, justement le virtuel et l'augmenté, en les comparant, mais aussi en soulignant ce qui nous impose de les distinguer, de les séparer. Le virtuel, donc, dans le sens strict du terme, et l'augmenté. Nous avons affaire à des entités numériques et technologies numériques qui sont produites par des technologies relativement nouvelles. Les deux, les virtuels dans le stricto sensu et l'augmenté, sont souvent regroupés sous l'étiquette virtuelle lato sensu en général, bien qu'il s'agisse d'objets et de techniques différentes qui déclenchent des expériences aussi différentes et dans une certaine mesure aussi opposées, antipodales. Alors, je vais montrer deux exemples très simples pour comprendre ce qui les distingue. Une app de IKEA qui permet d'installer des objets dans notre maison. Browse. Il y a un réverbère, un écho. Alors là, comme vous voyez, la réalité augmentée invite l'objet numérique à se manifester ici, dans mon environnement réel, dans mon espace péripersonnel. L'objet numérique émerge dans mon monde, apparaît, c'est une sorte d'épiphanie qui intègre et augmente, justement, c'est pour ça qu'on l'appelle réalité augmentée, qui augmente mon champ de perception. Donc, l'espace péripersonnel continue à être perçu dans la modalité ordinaire de la perception sensorielle. Là, vous voyez un exemple très simple, mais je pense très éloquent, au contraire de la réalité virtuelle. Donc, dans un casque, il y a un joueur de football qui essaye une expérience qui s'appelle The Plank.
Il monte sur un ascenseur jusqu'au sommet d'un gratte-ciel. Et là, on l'invite à exécuter quelques pas sur la planque. Il sait qu'il est dans une chambre entourée par ses amis, mais il voit et il se sent au sommet du gratte-ciel. Il s'agit, j'ai mis là parce qu'il s'agit d'un phénomène de bilocation, de téléportation, qui provoque un conflit. Un conflit qui est un conflit intéressant parce qu'il s'agit d'une sorte de impénétrabilité cognitive de la perception. Vous savez qu'il n'y a pas de danger pour votre vie, et néanmoins, vous vous sentez en danger, commencez à perspirer. Il y a une réaction viscérale, les vertiges, on a peur de mourir. Là, dans le casque, dans la réalité virtuelle immersive, l'espace péripersonnel disparaît. Si je fais comme ça, je ne vois plus mes mains ou mon propre corps et je suis séparé de mon environnement et déplacé dans un monde, dans un environnement qui est un environnement alternatif synthétique. Donc, c'est pour ça que je propose d'opposer ces deux expériences en parlant d'immersion pour ce qui concerne la réalité augmentée, c'est-à-dire évoquer un objet numérique dans mon espace péripersonnel qui reste perceptible d'une manière ordinaire et qui va être augmenté et intégré par ces objets numériques. Et au contraire, l'immersion proprement dite, qui est l'immersion dans la réalité virtuelle. Ces deux technologies contemporaines trouvent leurs racines récentes dans les dispositifs optiques du 19e siècle, en particulier dans la fantasmagorie et le stéréoscope. Fantasmagorie sur la gauche comme précurseur de la réalité augmentée, c'est-à-dire des manifestations d'esprit inventées par Étienne Gaspard Robertson, donc des apparitions fantomatiques qui surgissaient et hantaient les publics dans un environnement intersubjectif, parce que la salle restait un espace péripersonnel qu'on pouvait percevoir ensemble avec les autres sujets qui étaient invités au spectacle, tandis que dans la vision stéréoscopique sur la droite, c'est plutôt les précurseurs de la réalité virtuelle, parce qu'une fois que tu te plonges dans le stéréoscope, tu t'isoles de ton espace péripersonnel et tu plonges dans un monde exotique ou érotique aussi, pornographique quelquefois, mais sans que tu peux les partager avec l'autre personne. Là, il y a deux femmes, mais il y en a une qui est en train de regarder dans le stéréoscope et l'autre ne peut pas partager ce que la première femme est en train de percevoir. Si l'on voulait chercher les ancêtres, ici on est 19e, mais si on voulait chercher, remonter aux ancêtres de ces deux formes technologiques, on pourrait remonter bien plus loin que le 19e. Pour la réalité augmentée, on peut penser par exemple à la pratique ancestrale de l'astérisme, c'est-à-dire une codification de relations figuratives, une configuration, une projection de schèmes astrologiques sur des points lumineux dans le ciel qui sont sans aucun rapport entre eux. Parce qu'il s'agit d'étoiles peut-être qui sont très éloignées dans l'espace céleste, mais qui vont être connectées par les figures de l'astrologie. Et vous savez qu'il s'agit d'une stratégie pour s'orienter dans la navigation, par exemple.
Et là, on peut déjà imaginer qu'il s'agit d'une sorte de préfiguration de le Augmented Maps qu'on utilise pour s'orienter dans notre espace quand on fait des voyages. Il y a le vidéo qui ne marche pas, mais vous avez sûrement essayé des manières d'utiliser votre smartphone pour obtenir une orientation efficace dans l'espace. Quelquefois, il y a quelqu'un comme un animal qui vous aide à trouver la destination. Et un autre exemple, cette fois pour ce qui concerne la réalité virtuelle, nous pouvons nous rappeler les environnements immersifs peints à 360 degrés, comme la grotte de Lascaux et les grottes du Paléolithique supérieur. Il n'y avait pas des images encadrées comme des tableaux sur le mur, mais c'était plutôt un environnement immersif dans lequel les êtres humains qui pouvaient le visiter, les chamans, notre ancêtre, étaient entourés complètement d'images. Je vous invite en février à visiter à la Cité de l'Architecture, si vous n'avez pas encore fait. Il y a Lascaux 1-1 à échelle naturelle, disons. Et à travers les casques et l'assomption d'un avatar, c'est magnifique. Même les spécialistes d'art paléolithique préfèrent utiliser ce dispositif-là pour étudier en tranquillité les dessins sur les parois qui sont répliqués d'une manière photoréaliste incroyable. Incroyable. Vous voyez que vous pouvez vous rapprocher à la paroi, étudier les détails. C'est vraiment une condition écologique, disons, très, très, très stimulante. Vous pouvez insister sur des particuliers et aussi, voilà, répliquer même la position, la posture que vous devriez prendre si vous étiez dans la grotte réelle. C'est intéressant ici, Margherita a travaillé là-dessus, sur cette anticipation, disons, on pourrait l'appeler from cave to cave, parce que cave c'est la grotte en anglais, mais cave c'est aussi un acronyme pour une autre manière de faire une expérience immersive, c'est-à-dire c'est-à-dire sans casque, mais plutôt dans un environnement, dans une salle, fréquemment en cylindre, mais aussi une salle cubique, dans laquelle on peut partager une expérience immersive, par exemple dans un théâtre des réalités virtuelles. Je vais un peu vite parce que on a peu de temps. Mais après, si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le link aux vidéos complètes. Voyons si. Ce que je vous ai montré jusqu'ici, c'est une polarisation, c'est une antithèse, non? Immersion pour ce qui concerne la réalité augmentée, immersion pour ce qui concerne la réalité virtuelle. Mais déjà dans le cave, on peut comprendre que cette polarité antithétique ne doit pas être conçue d'une manière trop rigide, parce qu'il y a des nuances qui sont un peu hybrides, pour utiliser un adjectif qui est crucial pour la recherche de Massimo. C'est-à-dire que déjà dans le cave, il y a un degré d'intersubjectivité, des possibilités de partager avec d'autres qui essayent d'aller au-delà du solipsisme qui était typique du stéréoscope et aussi du casque. Mais on peut aussi considérer, par exemple, la présentation du métaverse
octobre 2021 de Mark Zuckerberg pour voir qu'il avait imaginé, qu'il est en train d'imaginer une condition dans laquelle il y a l'immersivité, mais ça ne veut pas dire solipsisme, parce que l'immersion dans un environnement 360 est aussi, selon lui, la possibilité de prendre un avatar et de partager avec d'autres avatars une vie sociale, c'est-à-dire une vie sociale ludique plutôt que professionnelle. Je vous montre une sélection. Il prend un avatar plutôt photoréalistique, mais ses amis ont choisi de prendre des avatars totalement différents. Et là, on se trouve dans le même environnement. On est téléporté parce que, évidemment, Zuckerberg est resté chez soi. Et là, il partage. Je dois couper le son parce que autrement. Ils vont partager. Funziona questo. Aussi avec la possibilité d'introduire des vidéos, des connexions qui sont plus conventionnelles, comme s'il s'agissait d'une connexion Teams, comme on est en train de faire maintenant. Aussi, on devrait nuancer l'idée d'une réalité augmentée encadrée, parce que c'est vrai que la réalité augmentée jusqu'ici tend à parasiter des dispositifs qu'on a déjà, comme les smartphones. C'est pour ça que la réalité augmentée est plus diffusée que la réalité virtuelle, parce que pour la réalité virtuelle, on doit acheter le casque, qui est cher, tandis que tout le monde a le portable, et sur le portable, avec le portable, on peut utiliser la réalité augmentée. Et ça va être plus populaire, disons. Mais c'est vrai que si on regarde la réalité augmentée sur les portables, comme on a fait avec l'app IKEA, pour choisir un fauteuil pour notre maison, ce fauteuil reste encadré. Encadré, ça veut dire qu'il y a une séparation entre le monde de l'image et le monde qui n'est pas image. Là, il y a l'image, là, il n'y a pas image. Et il y a mon espace personnel. Mais la réalité augmentée a aussi développé ce qu'on appelle les hologrammes, qui vont faire sortir l'objet augmenté du cadre pour l'introduire dans un environnement 360 qui est l'environnement péripersonnel dans lequel on est. Et avec cet objet, on peut partager des tâches professionnelles, par exemple. Je vous montre un petit morceau. Un cœur, une automobile. On est ensemble. Ce n'est pas un casque qui va isoler ces gens l'un de l'autre, mais au contraire, c'est un casque qui permet de voir l'objet numérique comme présence dans un environnement qui est offert à la perception ordinaire. Donc, il y a une réalité augmentée qui n'est pas encadrée. Comme il y a une réalité virtuelle qui n'est pas solipsistique. Donc, il y a une promesse aussi d'émanciper le spectateur de la tyrannie du cadre. Ce que j'appelle une environnementalisation de l'image, c'est-à-dire l'image qui sort du cadre, qui déconstruit ou détruit le cadre et qui entre dans notre environnement. C'est ce que j'appelle les processus d'environnementalisation de l'image. Semble nous promettre la possibilité de nous libérer de la tyrannie de l'auteur. Qu'il s'agit d'un peintre, qu'il s'agit d'un photographe, qu'il s'agit d'un metteur en scène du cinéma, comme vous avez ici. Quand vous voyez une image encadrée, dans le cadre du tableau,
dans les limites de la photo ou bien dans les limites de l'écran cinématographique, mais aussi de l'ordinateur, du smartphone. Là, vous voyez toujours une sélection du champ visuel qui a été déterminée par une autre subjectivité, qui est la subjectivité de l'auteur. Tandis que dans l'environnement à 360 degrés, ce qui nous frappe d'abord, c'est la possibilité de nous donner à nous-mêmes le cadre. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que la perception d'image dans ce système ressemble de plus en plus à la perception ordinaire. Parce que moi, dans ce moment, je suis dans la modalité de la perception ordinaire, parce que je vous regarde. Et pour quelque raison, je peux décider de me limiter à regarder seulement Maria Giulia pour toute mon intervention, ou Margherita. Je donne à moi-même le cadre. Tandis que si tu es au cinéma, tu ne peux pas aller à l'écran et déplacer l'écran pour encadrer le killer si Hitchcock a choisi de ne te montrer que la victime de l'assassinat. C'est vrai, je pense que c'est vrai partiellement parce que cette promesse n'est que partiellement tenue, c'est-à-dire les champs d'action de l'environnement virtuel n'est pas vraiment aussi infini que l'espace naturel, que l'espace réel. En plus, je peux risquer de me blesser en ne voyant plus où je suis, où je opère, à la salle, dans ma chambre, et je dois établir une zone de sécurité qui m'est signalée par le système au moyen d'une grille lumineuse lorsque je dépasse certaines limites, et la grille monte pour me signaler que je suis en train de me mettre en danger. Donc, il s'agit d'un cadre. Il y a d'autres types de cadres. Il y a aussi le cadre temporel, parce que je fais le choix d'entrer dans le monde immersif, mais je sais qu'il s'agira d'une expérience qui est limitée d'un point de vue temporel, évidemment. Là, il s'agit d'une autre manière d'encadrer mon expérience, mais il y a aussi une expérience qui est une expérience encadrée par le système même. Donc, avec mon équipe, on est beaucoup intéressé à analyser, explorer et déconstruire les promesses et la rhétorique et l'idéologie de ces nouvelles technologies. C'est une promesse de totalité du champ visuel qui finalement ne peut pas être vraiment tenue. Comme équipe, on a aussi financé une vidéo en réalité virtuelle par l'artiste Emilio Bavarella qui travaille à Harvard. Emilio, sur la droite, il a conçu une œuvre en réalité virtuelle 360 degrés. Il a monté sur sa tête une GoPro à 360 et il a enregistré 12 heures d'un dimanche typique. Il fait déjeuner, il prépare le déjeuner, il se rencontre avec des amis, il va faire un petit voyage vers le lac. On voit un petit morceau. C'est important parce que ça nous introduit à la notion même de virtuel. C'est un peu long. Vous êtes en train de vous demander si le dimanche d'Emilio est tellement fixe. Ennuyeux. Peut-être on a une connexion Wi-Fi un peu faible.
Alors peut-être je peux essayer, voilà. Là, elle est en train de sortir de sa maison. Il monte sur la motocyclette, comment on dit là, la moto. Mais là, vous voyez que, tandis que Emilio oriente son regard pour gérer la direction de la moto, vous pouvez regarder vers l'arrière, ce que Emilio, évidemment, n'a pas fait parce qu'il ne voulait pas mourir. Mais là, vous pouvez actualiser une possibilité de perception que Emilio aurait pu avoir s'il était assez fou de regarder arrière pendant la guida, non? La conduite de la moto. Alors, ça c'est le virtuel déjà, non? C'est la possibilité d'actualiser un champ visuel qui est d'un côté ancré à la perspective physique de Emilio qui est là sur la moto et il a le GoPro installé sur sa tête. Mais en même temps, voir ce qu'Emilio ne pouvait pas voir. On ne pouvait pas voir au moment de la conduite de la moto. Là, c'est déjà une manière d'élargir les possibilités qui sont, au contraire, déjà établies d'une manière très rigide, parce que si je regarde un tableau d'Edgar Degas, je ne peux pas aller au tableau et bouger le cadre pour encadrer les pieds des enfants ou les pieds de cet homme, ou encore les pieds de cette photo de Marder, ou encore le killer au derrière de la douche chez Hitchcock. Là, le cadrage a été établi par l'auteur. Chez Emilio et dans tous les cas d'environnement virtuel, on peut choisir et décider. Ce qui nous amène à une question que je pense est plutôt intéressante par rapport à l'énonciation, c'est-à-dire c'est où le sujet en vertu duquel on peut dire ici, là, la réalité augmentée vient ici, dans la réalité virtuelle, je me projette là. C'est un problème de DX6, c'est-à-dire de référence de monstration à partir du mot grec deiknounai, qui veut dire montrer, et c'est le centre déictique, la possibilité ici, pour moi, comme sujet, de pouvoir dire ce qui est proche, ce qui est lointain, ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Les relations spatiales, mais aussi les indicateurs temporels. La DX a évidemment à voir avec l'espace péripersonnel. Ici est fermé et ancré au propre corps, mais évidemment, il y a d'autres corps dans la police, dans l'espace partagé, de l'intersubjectivité. Donc, ce qui est ici pour moi est là pour toi, et tu es là, mais tu es ici pour toi-même. Et donc, il y a une interaction de DX6. Et nous avons tout fait l'expérience de malentendus en nous référant à d'autres personnes au lieu, en utilisant les indicateurs ceci, cela, ici, là, etc. Dans le cadre théorique phénoménologique classique des centres, inévitable la condition de possibilité de la DX6, le fondement de l'espace péripersonnel est le corps propre, le corps vivant, le Leib, comme on dit en allemand. Chacun de nous est ancré nécessairement à son propre corps. Nous ne pouvons pas nous détacher de notre corps. Husserl le dit très clairement dans son livre Idées pour une phénoménologie dans le volume 2. Je n'ai pas la possibilité de m'éloigner de mon corps, ni mon corps de moi. Je suis toujours avec mon corps. Je suis mon corps et j'ai mon corps.
Mais vous avez vu que on est là avec Emilio. Quand on regarde ce qu'il avait pu voir sur la moto, il n'a pas vu. Donc, il y a une sorte d'hybridisation de la subjectivité perceptuelle parce qu'on est Emilio et on n'est pas Emilio en même temps. Peut-être, pour rester dans le domaine et le sillage de la phénoménologie, on peut considérer ce que Merleau-Ponty disait du corps virtuel. Il n'avait pas essayé, évidemment, les casques de réalité virtuelle en 1945, mais il parlait déjà d'un corps virtuel et il disait que le corps virtuel est là où il y a quelque chose à faire. Donc, c'est formidable comme définition parce que c'est évident que là, ce qu'il souligne, c'est plutôt l'agentivité, la réponse à une affordance, à une possibilité d'action dans le monde. Et si j'ai quelque chose à faire là, là-bas, dans le monde virtuel, moi, je suis là. Même si mon corps est ici. Moi, je suis là au sommet du gratte-ciel, même si mon corps est sans danger dans la salle jouant avec mes amis. Alors, il y a une duplication, une multiplication de la DX qui est aussi une multiplication de l'agentivité. Il s'agit d'une bilocation. Et là, je suis vraiment intéressé à montrer comme cette promesse de bilocation est quelque chose de nouveau lié aux nouvelles technologies, mais en même temps, c'est une résurrection, on pourrait dire, de promesses très anciennes, par exemple, les miracles de la bilocation des saints. On est là, dans sa chambre, et en même temps, on est sur les montagnes russes, dans le casque. Et c'est un peu comme être un saint, Pythagore, Apollonios de Tyane, Saint François d'Assise. Là, vous voyez, représenté par Giotto, Saint François, qui est assise et en même temps, il apparaît à Arles pour aider Saint Antoine dans un moment de méditation. Physiquement biloqué. C'est intéressant de reconstruire aussi, je ne peux pas faire ici, mais juste pour anecdote, non? Il y a même à une considération comparative d'histoire et théorie des religions, Padre Pio, il avait été interrogé par le Saint-Office sur ce miracle qu'on disait, il avait de bilocation, non? Et il était très prudent. Il avait peur du Saint-Office. Il disait, je ne sais pas si c'est... je n'ai pas trouvé la traduction française, mais vous le voyez, non? Je ne suis pas sûr s'il s'agit de mon esprit ou de mon propre corps qui sont capables de bilocation. Non? Et il s'agit d'une incertitude qui n'est pas partagée par exemple, d'autres traditions. Ici, vous voyez la tradition yoga. Sur la gauche, il y a Paramahansa Yogananda qui est responsable de l'introduction en Occident de la tradition yoga. Et il a écrit dans l'autobiographie parue en 1946 de son gourou qui était Sri Yukteswar. Alors, Sri avait la possibilité de se bilocaliser. Alors, il vivait à Surampur, mais il avait des affaires à gérer à Calcutta. Alors, il prend le train, il va à Calcutta, et il dit à son élève, je reviens ce soir, tu me viens à prendre à la gare, à 11 heures. Mais les affaires sont plus simples que prévu. Alors, il veut prendre un train avant. Et il dit, moi, j'arrive à 10 heures, pas à 11 heures. Et il envoie un message télépathique à son élève pour lui dire, viens
à 10 heures, pas à 11 heures. Mais il n'était pas sûr que le message télépathique avait été bien reçu. Et alors, il fait une bilocation. Tu as reçu mon message et il se présente en chair et en eau. Ça mais rappelle quand on est sur WhatsApp, donc tu n'es pas sûr si l'autre a reçu le message jusqu'à tu as la deuxième couche, alors tu es sûr que tu as reçu le message. On pourrait aussi se demander pourquoi prendre le train si tu es capable de bilocation, non? Et tu pourrais aussi éviter de payer le billet du train. Mais pour vous montrer qu'il s'agit d'un imaginaire qui est partagé à un niveau trans-religieux et multiculturel. C'est aussi, pour ce qui concerne la réalité augmentée, la possibilité d'opérer une bilocation qui a aussi des implications politiques. Ici, il y a une marche des hologrammes qui avait été organisée à Madrid en 2015 par l'association Nos Somos Delito pour protester contre la promulgation d'une loi de sécurité nationale surnommée Ley Mordaza, la loi Bellon. C'était une loi qui avait été considérée comme liberticide. Alors, les autorités n'avaient pas permis cette manifestation, et alors les opposants, les manifestants, sont allés à la manif en hologramme. Et vous voyez que là, il y a devant le palais du pouvoir à Madrid, et ça nous montre la nécessité de réfléchir sur cette nouvelle identité numérique qui sont aussi des identités politiques. Politique, il y a aussi l'exemple du premier indien Modi ou d'Erdogan qui ont utilisé les hologrammes pour gérer leur présence publique pendant des rallies, on dit comices en français, comices politiques de propagande, ok. En tout cas, vous avez aussi un exemple très proche ici. Mélenchon, qui candidate au présidentiel française en 2017 et en 2022, qui s'est présenté pas seulement dans 2 villes différentes, mais dans 6 ou 7 villes différentes, dans une sorte de multilocation, pas seulement bilocation. Incroyable, 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 incroyable. Où suis-je? À Lyon? Et maintenant, à Paris. C'est drôle le conflit entre le style de Mélenchon et l'utilisation des technologies. C'est un conflit paléocybernétique, disons. Mais c'est intéressant aussi de considérer un conflit différent qui, encore une fois, je pense, pourrait peut-être être intéressant pour ceux qui explorent les questions de l'énonciation, qui est un contraste entre le first person view et le third person view, c'est-à-dire la vue en première et la vue en troisième personne. Pourquoi? Parce que si je mets mon casque et si je commence à jouer sur les montagnes russes, je suis là. Et ce que je vois, c'est un point de vue en première personne, comme si j'étais effectivement sur les montagnes russes. Mais quand Mélenchon assume son hologramme et il opère une bilocation, il est à Lyon et en même temps il est à Paris, l'hologramme qui est à Paris ne voit pas le public. Il n'a pas une vue en première personne sur le public. Et c'est Mélenchon réel qui peut regarder son hologramme à la télé, disons, mais
il voit soi-même en troisième personne. Donc, si on pourrait décrire avec les personnes grammaticales, disons, non? Ce qui est, je pense, très, très utile à faire pour ce qui concerne ce cas-là, on devrait distinguer entre une bilocation qui te permet de prendre une vue en première personne et une prise sur le monde direct, comme si tu étais là, dans une modalité perceptive ordinaire, et au contraire, une bilocation ou même une multilocation, comme dans le cas de Mélenchon, qui ne te permet pas, au contraire, de prendre la vue en première personne sur l'environnement. Tu es, pardon, tu es dédoublé, mais tu n'es pas là dans le mode de l'ici. Tu restes ici et tu regardes ton hologramme là, de l'extérieur, disons. Tu me dis quand je dois m'arrêter. Regarde, moi je pense que tu peux continuer parce que la salle est disponible jusqu'à 5 heures, mais probablement davantage, c'est-à-dire on n'a pas eu des alertes sur l'occupation de la salle ce soir. Donc je pense vraiment que si tu veux continuer... Alors je vais couper un peu, mais dire quelque chose sur la... J'imagine que la discussion sera quand même importante. Bien sûr. Non, je me suis trompé. Je voudrais couper quelques diapos et ajouter quelque chose sur l'intelligence artificielle comme troisième élément, domaine qu'on va considérer. Je voudrais aussi reprendre à partager mon écran. Mais je ne suis pas capable de partager l'écran. Pourquoi? Mais jamais dû interrompre. Toi, un plan écran, tu non? Oui, je l'ai. Parfait. Alors là, mais moi je l'ai maintenant plein écran, mais là on ne voit pas le plein écran. Mais quand même, ce n'est pas important. C'est seulement pour vous rappeler que là, vous avez un exemple d'une fonction que vous avez incluse dans tous vos portables, c'est-à-dire la fonction panoramatique de la photo. Non? Alors, avec une fonction panoramatique de la photo, je pense qu'il s'agit d'une manière de réagir à cette pression vers les 360 qui est de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée hologrammatique aussi, c'est-à-dire cette pression vers l'environnementalisation de l'image. C'est plus suffisant d'avoir une photo encadrée, mais on veut voir plus. On veut voir tout. En faisant comme ça, pour inclure dans le champ visuel l'environnement qui nous entoure. Là, il y a évidemment encore une fois et tu vois que je vais avec mon... pourquoi? J'ai la succession des images là, mais pas dans... Che è condivisa... Margherita, tu as toujours la solution. Perché è condivisa la finestra del PowerPoint e non quella in cui è tutto schermo, credo. Non, parce que je ne suis pas plein écran. Secondo me, sì.
Voilà. Ah. OK. Alors, il y a là aussi des précurseurs. Vous voyez le panorama de Robert Bark d'Édimbourg, 18e siècle, fin 18e siècle, mais aussi un panorama contemporain à Berlin, le Pergamon Panorama de 2017, qui est un panorama magnifique. Si vous allez à Berlin, je vous invite à le visiter parce que il change la lumière pour simuler la modification du jour et de la nuit. Il y a le bruit, ce qui se passe dans la vallée autour du temple de Pergamon. Et là aussi, il y a une difficulté avec la mobilisation du vidéo, donc je coupe. Cette idée qu'on doit voir plus de ce qu'on voit d'habitude dans une photo est aussi reçue et relancée par l'intelligence artificielle, par exemple par DALL-E. Vous avez cette fonction qu'on appelait outpainting pour pousser l'image beyond its original borders, c'est-à-dire au-delà des limites d'origine. Par exemple, vous connaissez la femme de Vermeer, mais vous ne savez pas où Vermeer l'a représentée, où elle était là quand elle l'a prise comme modèle. Et vous pouvez introduire à DALL dans le programme algorithmique des informations sur l'époque, sur la ville, sur les vêtements, et des informations de plus en plus riches qui permettent au système de reconstruire la chambre dans laquelle Vermeer a immortalisé la femme, la jeune fille célèbre. Encore une fois, il s'agit d'une image qui n'est pas 360, mais qui a incorporé ce désir, on pourrait dire, de voir plus de ce qu'on voit d'habitude. Si vous avez une passion pour les Beatles et vous vous êtes demandé qui était là à Abbey Road quand on a pris cette photo pour la cover de Abbey Road en 1969, vous avez la possibilité d'introduire des informations et d'obtenir une photo plus large. Ce n'est pas la totalité de la vision, mais quand même, vous voyez qu'il y a le symptôme d'une certaine conscience de l'insuffisance de la photo traditionnelle. Pas tout le monde aime ça. L'intelligence artificielle dévoile le fond de la Joconde, mais les résultats ne plaisent à personne. Alors ça, c'est pour vous montrer qu'il y a évidemment des réactions très différentes. Moi, je m'arrête là. J'aurais d'autres choses à vous dire, mais je préfère utiliser ce temps pour vous écouter parce que pour moi, c'est très important d'avoir un feedback sur ce que je vous ai présenté. Il s'agit d'un travail en cours, évidemment, et donc je serai très reconnaissant pour vos remarques. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Andrea, mille merci. C'est toujours très, très passionnant. Je vais dire très, très sincèrement, tu enrichis toujours des réflexions, des détails, ta recherche. C'est très impressionnant.
Alors, moi, j'ai une question un peu sur l'esthétique de ces œuvres d'art. Alors, ce ne sont pas tous des œuvres d'art, évidemment, on nous a montré simplement l'œuvre d'art d'Emilio. Les autres sont sans aucun doute plus des questions ludiques, etc. Alors, si je pense à la peinture, si je pense à la peinture, je suis très convaincue qu'avait raison René Thom quand il disait la beauté donnée par l'encadrement, par l'effet de totalité produit par cet encadrement. Et si je pense à Stoïkita, mais à beaucoup d'autres, je me dis ce qui nous fascinait dans la peinture, c'était tout ce qui nous était soustrait. Alors, tu connais bien la peinture du XVIIe siècle espagnol, par exemple, qui me passionne. Tu sais bien qu'il y a plein de portes, plein de rideaux, et que tout l'intérêt de ces grandes œuvres d'art, c'est qu'il y a une partie de latence, c'est-à-dire je ne peux pas rentrer immédiatement dans l'image parce qu'il y a la porte semi-ouverte, parce qu'après la porte, il y a les rideaux, etc., etc. Donc, la pénétration, si l'on veut, est très lente et partielle, parce que ce qui compte, c'est la soustraction. On peut dire ça pour beaucoup d'autres cas, non seulement pour la peinture du XVIIe siècle. Alors, maintenant, il y a une obsession de monitorage, de tout voir, de tout montrer. Est-ce qu'on est passé d'une esthétique de la pénétration et de la soustraction, liée à la soustraction, à la lenteur, etc., à un monitorage du voir, etc. Les deux, il y a aussi une autre sorte de totalité, c'est-à-dire qu'avant, c'était la totalité clairement de l'encadrement liée éventuellement à la beauté, parce que, limite, parce que René Thom en parle dans la morphologia del semiotico, c'est tout un problème de force entre les centres, les cadres, etc. La beauté se construit dans la relation entre force centripète et force centrifuge, etc. Alors là, quelle esthétique? L'esthétique du tout voir, est-ce qu'il y a encore, on recherche une nouvelle sorte de beauté, ou tout simplement l'esthétique aujourd'hui de ces œuvres-là, je prends Emilio, celle d'Emilio, je ne connais même pas les titres, Italian Job, Lazy Sundays. Okay. Donc, un dimanche paresseuse. Très sympa, j'adore. Est-ce que là, il y a, c'est-à-dire, cette esthétique aujourd'hui correspond avec l'expérimentation technologique, c'est-à-dire c'est de l'expérience scientifique, disons comme ça, ou tu penses qu'il y a une esthétique qui va au-delà de l'expérience comme expérimentation? C'est la question qui m'est inquiété le plus. Oui, on verra s'il y aura. Merci Maria-Julia. Alors, c'est totalement vrai, il y a une promesse, un désir de tout voir, une sorte de panopticon qui est impliqué dans les technologies, surtout des réalités virtuelles, qui risque de faiblir et même de détruire la fascination de ceux qu'on ne voit pas, donc de leur champ, de ce qui est au-delà du cadre. Tu as nommé leur champ dans la réflexion, par exemple, de Stoïkita, qui s'est référé surtout à l'image fixe, mais on peut aussi imaginer à la puissance de ce qu'on ne voit pas dans le cinéma, par exemple, dans lequel leur champ, ce qu'on ne voit pas, ce qui reste au-delà du champ de la vision, quelquefois est encore plus puissant, non, le regard de l'acteur ou de l'actrice qui vont hors champ. Qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? Ils ont peur. Qu'est-ce qu'il y a là? Et donc, l'imagination essaye de remplir le vide, non? Et de travailler. Et on est paresseux comme être humain, mais on aime beaucoup travailler avec l'imagination, comme on sait. Donc, là, le risque pourrait être celui de avoir déjà tout rempli, on pourrait dire, non?
Je relance ta métaphore de la pénétration. On pourrait dire aussi, on passe de l'érotisme à la pornographie. Pornographie dans le sens d'une vision totale du corps et des mécanismes du sexe, qu'on peut élargir à la totalité de l'expérience et l'expérience en réalité virtuelle. Pour ce qui concerne l'esthétique en tant que théorie de l'art, je dois admettre que je ne suis pas tellement intéressé à ce qui peut nous aider à distinguer une œuvre en réalité virtuelle artistique d'une œuvre qui n'est pas artistique, parce que je suis plus intéressé à l'esthétique dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire l'esthétique dans le sens de la théorie de l'esthésie et de la sensibilité. Et donc, je suis intéressé, par exemple, pas vraiment à considérer le dimanche paresseux d'Emilio comme une œuvre d'art, mais plutôt comme une occasion pour réfléchir sur ce que la vue en première personne signifie. Et il me fait réfléchir sur le fait que je peux prendre une vision subjective en première personne en restant sur sa tête, pour ainsi dire, non? Avec la GoPro. Mais c'est évident que on ne peut pas liquider ainsi la question de l'artisticité. On a travaillé beaucoup, et ici il y a des membres de l'équipe qui ont organisé par exemple des festivals, aussi des sélections et des prix pour des œuvres premières en réalité virtuelle, cinéma en réalité virtuelle. Et là, on a vu qu'il y a des tendances d'un côté un peu parasitaires par rapport au stylème, forme expressive, artistique qui ont affaire avec la tradition majeure du cinéma d'un côté, mais il y a aussi un effort de trouver des solutions expressives et stylistiques qui sont propres à la réalité virtuelle et à d'autres formes, par exemple aussi la réalité augmentée. Je pense que maintenant, on est, même si la réalité virtuelle a été inventée, ou mieux, a été commencée à être expérimentée pendant les années 60 du 20e, on est encore dans une phase dans laquelle, j'imagine, il y a des analogies avec la phase de l'invention de la photographie. Quand la photographie avait été inventée, vous savez, il y avait une compétition par rapport à la peinture qui était la sœur majeure qui avait établi les canons, le style, les genres. Et la photo devait se confronter avec la peinture, mais en même temps, la peinture se sentait en danger parce que la photographie pouvait entrer en compétition pour ce qui concernait les portraits de famille, par exemple. Alors, il y a une dialectique dans laquelle les vieux médiums qui, dans ce cas-là, est le cinéma, et les nouveaux médiums qui est la réalité virtuelle et augmentée, essayent de se confronter. Il y a une compétition, mais aussi une simulation et une réplique de certains stylets. Et là, c'est une période très intéressante et très féconde de ce point de vue-là. Absolument. Alors, on a deux questions dans la salle virtuelle. Enzo, pour la parole. Oui. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Moi, j'ai une question très large qui concerne l'identité. Parce que par rapport aux technologies de la réalité... Ah, j'ai un retour. Vas-y. Non, vas-y, je fais une tentative, mais... Ok. Par rapport à la réalité virtuelle, il y a justement cette bilocation, c'est-à-dire qu'on est dans un autre espace et on regarde tout à la première personne, donc il y a une expérience phénoménologique importante. Mais je sais que dans plusieurs propositions artistiques, on exploite cette présence pour jouer avec l'identité, devenir autre, un animal ou d'autres identités. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup si tu penses qu'il y a un terrain d'expérimentation identitaire qui joue un peu avec l'immersion corporelle et sensorielle pour
construire d'autres typologies de différenciation identitaire. Et voilà, je voudrais aussi prolonger un peu ce que Maria Giulia disait, parce que par rapport à la question du cadre et de la fin du cadre, moi j'ai l'impression que dans les expériences artistiques de réalité virtuelle, parfois on adopte un paradigme de la réflexivité. C'est-à-dire que on exploite cette présence phénoménologique pour dénoncer les limites de la présence et du coup pour nous faire sortir de l'immersion et nous faire réfléchir à des conditions culturelles ou à des conditions ethniques. Et je pense notamment au cas de Carne y Arena sur lequel je sais que tu as beaucoup travaillé. Et donc je me dis, si ça c'est une piste un peu paradoxale de la réalité virtuelle qui exploite justement la présence phénoménologique pour faire sortir de l'immersion au niveau, disons, cognitif. Et toute dernière question, par rapport à toujours à la réalité virtuelle, je me demande si tu as déjà réfléchi à des oppositions qui sont parfois au centre du débat, par exemple sur les jeux vidéo, etc. C'est-à-dire s'il y a une opposition dans ces expériences entre la présence phénoménologique, l'essence d'immersion et les pouvoirs de manipulation des environnements. C'est-à-dire s'il y a des limites à cette immersion qui concernent justement le fait que pas toujours on peut manipuler avec les mains des objets parce que c'est une expérience surtout audiovisuelle. Voilà. Merci Enzo. Il s'agit de questions qui sont très, très importantes. J'essaie d'aller un peu vite. Évidemment, oui, l'identité, déjà quand tu prends une perspective qui est en même temps la tienne, mais aussi celle d'Emilio, par exemple, tu commences à jouer avec une possibilité de multiplier ta propre identité. Encore plus si tu penses à l'assomption des avatars. Les avatars sont une gamme qui te permet d'aller d'un côté d'un avatar photoréalistique qui est une auto-représentation fidèle, disons, de toi-même, de ton visage. De l'autre côté, tu peux devenir un éléphant, une girafe, un objet inanimé. Tu peux changer des genres, tu peux changer des couleurs de la peau, etc., etc. Et donc là, évidemment, tu peux négocier l'identité d'une manière très fluide et aussi pas établie. Tu peux la changer constamment. Et donc, c'est aussi une question d'auto-représentation dans l'espace partagé, intersubjectif. Comme on a vu. C'est intéressant que tu parles d'une occasion de réfléchir sur les limites de la présence et parce que au contraire, une accusation qu'on fait toujours, une objection au moins qu'on fait toujours vers la réalité virtuelle, c'est que la réalité virtuelle provoque des réactions viscérales, des proximités instinctives, non, comme tu es sur les gratte-ciel, mais et tu commences à perspirer, à avoir la peur de mourir. Et donc, ça ne te permet pas de réfléchir, d'introduire un intervalle de distanciation et de conceptualiser et de comprendre. Tu as mentionné l'expérience de Carne y Arena. Carne y Arena, il s'agit d'une œuvre célèbre de Alejandro Iñárritu présentée au Festival de Cannes en 2017. Pendant 6 minutes, tu prends le casque et tu te trouves dans le désert mexicain dans un groupe de migrants sud-américains qui essayent d'aller dans une manière illégale aux États-Unis, de marquer le seuil, de passer le seuil. Et là, la police arrive, il y a les chiens, il y a les hélicoptères, tu te sens menacé. Et tu comprends quand tu sors qu'il y a une manipulation du spectateur parce que Iñárritu a construit et orienté le discours rhétorique de cette œuvre dans la manière de te faire empathiser avec les migrants.
Mais quand je suis sorti du spectacle, je me suis demandé si Matteo Salvini était venu avec moi, m'avait accompagné, il aurait empathisé avec les chiens et les policiers plutôt que avec les migrants. Non? Alors là, tu commences à réfléchir sur la construction. Il y a une construction qui essaye de ne pas se montrer, donc de se transparentiser, disons, si je peux m'inventer un mot français, et d'aller vers une immédiateté, tandis que il y a au contraire une autorité, qui est l'autorité qui dirige la construction idéologique et rhétorique dans ce cas, de la confrontation entre les migrants et la police. Et donc, c'est vrai, la réalité virtuelle est une manière de rêver et donc de s'immerger dans un environnement, mais c'est un peu, peut-être, il y a un horizon benjaminien dans ta question, c'est-à-dire, c'est important de se réveiller du rêve et de réfléchir sur les conditions de possibilité de ce que tu as vu et donc aussi les conditions de construction rhétorique et idéologique de l'immersion même. Pour ce qui concerne la manipulation dans le sens étymologique, d'aller avec la main à prendre des objets, interagir avec les objets, puis c'est vrai que jusqu'ici, les technologies nous offrent la majorité moyenne, je veux dire, de casques, c'est une expérience audiovisuelle, mais il y a de plus en plus les gants virtuels qui te permettent d'interagir avec les objets. Il y a aussi un effort pour intégrer l'olfact, pour avoir des odeurs. Et donc, la direction est vers une multisensorialité et un engagement holistique du corps propre. Merci beaucoup. Alors, une question de Juan, ensuite une question d'Alubiné, et puis j'imagine qu'il faut arrêter. Oui, merci Andrea. J'aurais une question, deux questions. La première, c'est, je me demandais si, évidemment, tu travailles sur le virtuel, le visuel, et je me demandais si, en fait, si on pensait comme ça, dans notre domaine, le domaine de la littérature a toujours pu faire ça, c'est-à-dire jouer au déplacement des points de vue, justement, comme quelque chose qui était parfaitement inhérent à la littérature, qui pouvait se permettre justement de déplacer les perspectives narratives pour raconter une histoire dans notre point de vue, etc. Et donc, toute la réflexion est déterminée par le média sur lequel on se déplace sans notre média, la question change. Ça, c'est ma première remarque. Et puis, la deuxième question qui va un peu dans le sens de la question de Maria Giulia, qui disait que c'était le cadre qui revenait sur ça, sur le fait que toute énonciation donne à voir quelque chose, laisse aussi dans l'obscurité quelque chose d'autre. En fait, avec cette petite expérience, comment ne se passe pas une sorte d'esthétique du secret, du mystère, l'esthétique typique aujourd'hui qui est de la transparence, de chercher les coulisses. Sauf que les coulisses donnent lieu toujours à une sorte de mise en abîme. Les coulisses ne sont jamais là. Il y a toujours des coulisses derrière les coulisses. Non? Et c'est ce qui se passe toujours dans les phénomènes au-delà de ce monde-là, dans tous les phénomènes, par exemple dans les phénomènes politiques. Et au fond, les coulisses ne sont jamais satisfaisantes. On se dit toujours il y a d'autres coulisses derrière. Question. Merci, Juan. Oui, on a réfléchi beaucoup sur même la légitimité de la notion d'immersion, non? Parce qu'on pourrait dire, bon, c'est vrai, tu prends un roman et là, tu te plonges dans un univers et tu es tellement absorbé dans la lecture que tu oublies ce qui t'entoure et tes relations péripersonnelles et tu entres dans un monde qui est totalement différent. Non? Mais c'est vrai, il y a des analogies, je pense, avec certains auteurs, qu'il faudrait garder quand même une spécificité de la notion d'immersion
audiovisuel ou multisensoriel pour ce qui concerne le casque de réalité virtuelle et peut-être nommer d'une autre manière l'absorption de l'attention cognitive qui quand même n'est jamais une absorption réellement perceptuelle, parce que c'est vrai que tu es plongé dans la lecture d'un texte, mais tu n'es pas isolé d'un point de vue perceptuel. Tu peux toujours voir le bord du livre. Donc, tu as l'objet bouquin. Et donc là, c'est plutôt une concentration de l'attention, mais il n'y a pas effectivement une séparation de ton système perceptif. Ce qui, au contraire, est produit par la technologie de la réalité virtuelle. Alors, je pense qu'il y a des points de contact, des analogies entre les deux expériences, bien sûr, sans doute, mais peut-être aussi qu'il faudrait garder une spécificité terminologique. Et là, on peut discuter laquelle, évidemment. Pour ce qui concerne les coulisses, j'aime beaucoup cette idée de la mise en abîme des coulisses et je vais la reprendre en dénonçant que j'ai le copyright de c'est une image très belle qui me rappelle l'introduction de Thomas Mann à la tétralogie sur son réécriture de la Torah. Parce que là, il parle aussi des coulisses qui vont se répéter l'une derrière l'autre sans fin. C'est une image, je ne sais pas si tu l'avais, mais c'est une image magnifique, mais je n'avais jamais mise en connexion avec cette idée. Et là, oui, on a fait et on continue à faire du travail, je pense, stimulant sur la déconstruction des promesses de transparence. Et la transparence, c'est l'effet le plus paradoxal que les nouvelles technologies essayent de produire, parce qu'il s'agit d'un effet qui est produit grâce à l'engagement d'une énorme quantité de médiation, très sophistiquée, très chère aussi, non? Il y a des financements qui sont énormes. Il y a une sophistication technologique, scientifique, technique énorme pour obtenir un effet de n'être pas médié. Ça, c'est un paradoxe magnifique qu'il faut travailler pour le dévoiler. Donc, je partage totalement ce que tu as dit. Alumine, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Andrea, merci beaucoup à Massimo. Les interventions ont été magnifiques. J'ai plutôt qu'une question, j'ai besoin d'aide du côté d'Andrea parce que je suis en train d'analyser l'œuvre Unsupervised Machine Hallucination qui a été exposée au MoMA, qui prend la base de données de la collection de MoMA pour créer une œuvre d'art, certes qui a des moments plus narratifs, plus figuratifs, mais les moments les plus spectaculaires, c'est ces moments où on a l'impression que la peinture vient vers nous. Et alors, j'ai plusieurs questions par rapport au sujet que vous avez abordé, même avec les questions. D'abord, l'autorialité que je pense qu'avec toute la complexité de cette œuvre me semble la moins importante, mais par rapport à la DX6, parce que j'ai pu voir l'œuvre dans la salle de MoMA et on peut avoir plusieurs expériences selon notre place dans l'espace. Donc, ma question est par rapport à la manipulation, parce qu'on peut penser à cette idée de on manipule les casques 360, mais dans ces cas-là, il n'y a pas la manipulation de dispositifs, mais la manipulation, si on le veut, de notre corps dans l'espace. Mais je comprends que ce n'est pas du tout la même expérience. Mais je crois qu'on pourrait penser quand même à une
doublage de la DX6. Et de l'autre côté, par rapport à la notion de environmentalization of image, si on peut penser les cas de cette œuvre comme une œuvre qui a la tendance à cette environnementisation de l'image parce qu'elle veut occuper l'espace dans la salle. Et deux dernières questions par rapport à cette œuvre aussi, en reprenant la question de Juan. Certes, quand on voit unsupervised, on voit les cadres, mais il y a quand même une promesse de sortir de ces cadres-là. Et donc, je me demande si cette œuvre-là et les œuvres qui viendront et qui sont déjà produites par les artistes, ou même des galeries créées avec l'intelligence artificielle, et ce type d'images pose un problème similaire au problème qui a posé l'installation dans le monde de l'art contemporain. Et est-ce qu'on devrait penser, pour l'aborder méthodologiquement, à un autre type de genre d'œuvre d'art? Parce que je n'arrive pas à comprendre comment analyser ce type d'œuvre. Je suis devant une installation, devant une œuvre audiovisuelle, etc. Donc, en fait, ce sont beaucoup de questions pour analyser cette œuvre qui est, je trouve, très complexe à ce moment. Aluminé, merci. Merci pour tes questions. J'ai peur que je ne peux pas vraiment t'aider parce que je ne connais pas l'œuvre. Donc, ce que je peux faire, c'est, comme il me semble qu'il s'agit d'une œuvre très stimulante et intéressante, c'est unsupervised, de la regarder en tranquillité et après de t'écrire pour essayer de réagir à ces questions que tu soulèves. Mais maintenant, comme je ne la connais pas, je ne voudrais pas dire des bêtises. C'est Manovic aussi. Mais peut-être Maria Giulia, tu l'as vu? Alors, vu non, mais elle est décrite par Manovic dans un article que peut-être Aluminé connaît. C'est l'article de Manovic. Il est publié sur le site de MoMA aussi, l'article. Ok, Not on Ongoing Revolution, celui-là, ce texte-là. C'est surtout la question de... Non, je ne sais pas comme ça aider à illuminer non plus, mais c'est le problème d'une certaine manière d'une œuvre database, d'une œuvre dataset qui contient toutes les images et qui reconstruit l'ensemble des images. À partir d'un algorithme? Oui, parce qu'effectivement, c'est un peu, je veux dire, c'est une installation, c'est une animation, etc., mais elle est produite comme sont produites les images Midjourney, Dall', etc., à partir d'une multiplicité qui est remaniée. Moi, je ne connais pas l'œuvre, mais j'ai lu beaucoup d'inquiétudes spécifiquement exprimées par des artistes contemporains. Ils ont peur que les algorithmes pêchent dans l'Internet. Ils vont construire un dataset d'images et après, ils font une sorte de pêche stylistique. Alors, ils ont des algorithmes qui vont masquer le style personnel des artistes, de certains artistes, pour éviter d'être compris dans le database et le dataset sur lesquels les algorithmes vont travailler. C'est le Neural Style Transfer que peut-être tu connais comme problème. Moi, je me suis demandé, évidemment, l'échelle est incomparablement plus grande et énorme et l'échelle des milliers et millions et billions d'images qu'on peut trouver sur l'Internet. Mais, comme j'ai étudié Warburg, je me suis demandé, quand Warburg a commencé à travailler l'obsession du Nachleben, de la vie posthume des images, c'était dès le début une question qui ne pouvait pas être posée d'une manière individuelle.
il dit explicitement, moi, je me réfère à la deutéraousia, à la deuxième substance aristotélicienne, c'est-à-dire pas ce qui fait de Botticelli, Botticelli Sandro, mais ce qui fait de Botticelli une koiné-aesthesis, un sens commun qui est partagé. Parce qu'il n'y a pas un artiste qui va produire une image sans avoir derrière soi un dataset. On ne l'appelait pas comme ça, et c'était un dataset qui n'est pas composé par une telle quantité d'images comme on travaille maintenant avec les algorithmes. Mais cette idée que l'artiste prend le canvas, la toile blanche, et il va produire une image originelle, inédite. C'est un rêve romantique totalement rhétorique, non? Il y a au contraire un œil qui n'est jamais naïf, hein, et qui est au contraire un œil qui est stratifié pendant une culture transgénérationnelle. Et c'est pour ça que à la Renaissance, Pisanello peut faire des sculptures qui ressemblent des ménades grecques. Et que Picasso aussi peut faire un déjeuner sur l'herbe, mais le déjeuner sur l'herbe de Manet, il était déjà quelque chose qu'on avait vu comme composition de figures dans une gravure de Marc-Antonio Raimondi, qui avait à son tour été inspiré par un dessin de Raphaël et qui à son tour avait vu murer dans Villa Medici à Rome et blablabla, et on remonte à l'hellénisme, on remonte au sarcophage, on remonte à la représentation de la mort dans la culture grecque ancienne et archaïque aussi. Alors, je pense que l'intelligence artificielle a poussé à une échelle que, d'un point de vue humain, on ne peut plus contrôler un mécanisme qui était déjà là depuis très longtemps. Merci Andrea.